Bonjour, la conférence que vous allez voir a été organisée dans le cadre des Estivales de la question animale. Les Estivales, c'est un lieu de rencontre où s'échangent les savoirs, les expériences et les opinions. Chaque jour sont proposées différentes activités, comme des conférences dont une partie sont diffusées en direct, ainsi que des débats ou des ateliers de lecture. Ces activités sont ouvertes à toute personne qui s'intéresse à la question animale. L'événement est totalement gratuit et financé grâce aux dons. Vous pouvez nous aider à financer la prochaine édition via le lien qui se trouve en description de la vidéo. Dernière chose, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Bon visionnage. Les estivales de la question animale. Eh bien Frédéric, c'est à toi. Merci. Ah, voilà une conf sur laquelle je vais me faire plein d'amis. Donc c'est pareil, j'ai fait un article qui fait 9 pages, qui sera très probablement publié dans la Morse, donc si vous voulez avoir plus d'infos, vous pourrez le lire. Là, je vais être obligé d'aller très vite sur certains points, et on pourra en discuter plus tard si vous voulez. Alors, je commence par dire que, j'aime bien cette image, que la gauche n'a pas le monopole de l'animalisme. Au début, la première loi dans le mouvement animaliste moderne qui est passée, c'était le député Gramont qui l'a fait passer, c'était un député de droite. La SPA française, à ses origines, au XIXe siècle, était vraiment bourgeoise et critiquait les rustres qui frappaient les animaux en public, etc. Donc c'était pas, l'animalisme n'était pas un truc populaire, plutôt de gauche, voilà. Et c'est qu'avec l'arrivée des suffragettes et des antivivisectionnistes dans le mouvement, donc à la fin du XIXe siècle, que ça a commencé à être vraiment de gauche aussi avec les anarchistes. Et maintenant, effectivement, quand on regarde les partis politiques sur la cause animale, c'est évident que les partis politiques de gauche défendent bien mieux les animaux que les partis du centre et de droite. En revanche, je pense que les partis représentent assez mal leurs électeurs et leurs électrices. Et quand on pose la question à des sympathisantes du RN, si les candidats devraient présenter des mesures qui améliorent la condition des animaux, au niveau des sympathisantes RN, on se retrouve à 91% des personnes qui répondent oui, et c'est 5% de plus que la moyenne nationale. Sur une autre question, bon, les gens d'extrême droite aussi, on peut se dire qu'ils aiment bien leurs chiens et leurs chats parce que c'est la famille, le repliement familial, des trucs comme ça. Mais même si on pose la question sur des animaux d'élevage, on se trouve à 64% des sympathisantes RN qui souhaitent l'exclusion de la commande publique des produits issus de l'élevage intensif. Donc là, c'est 9% de moins que la moyenne nationale, mais c'est quand même très important. Donc on peut se dire que vraiment l'animalisme est assez partagé dans la société française, même s'il y a un trope à gauche qui est plus important sur la plupart des questions. Je n'ai pas fait de sélection particulière sur ces deux questions, c'est assez représentatif du reste. Alors pourquoi est-ce que on devrait essayer de parler à la droite et de parler à l'extrême droite, nous en tant que mouvement animaliste ? Mon premier argument, c'est que si on fait en sorte que l'extrême droite ou la droite soit moins opposée aux réformes favorables aux animaux, eh ben, ça fait qu'elles passeront plus facilement, même si elles sont toujours portées par la gauche si un jour elle arrive au pouvoir. Les propositions seront plus faciles à faire déjà et puis à voter. Il y a aussi que dans la société comme dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, les groupes ou les personnes s'influencent les unes les autres de proche en proche. Disons que la droite est plus facilement influencée par l'extrême droite que la gauche ou le centre. Et on voit que là, les républicains reprennent énormément de thématiques de l'extrême droite et même s'allient avec eux. Mais
Si jamais, à l'extrême droite, ils sont un peu plus animalistes, ça fera aussi que leur cercle d'influence deviendra un peu plus animaliste, etc. Et tout ça, ça fait plus ou moins de taches d'encre, en fait. Voilà. Moins il y a d'opposition au centre sur une question, plus ça va être facile pour la gauche de faire ses propositions. Et l'argument qui est à mon avis le plus important sur éviter le clivage et faire en sorte que l'animalisme ne devienne pas un marqueur de gauche, pour l'instant ça ne l'est pas encore vraiment, comme à contrario l'écologie est un marqueur de gauche en France, et il y a des gens qui sont défavorables à toute mesure écolo, simplement parce qu'ils se disent « moi je suis de droite, du coup je ne peux pas être d'accord avec un truc écolo ». Et c'est encore plus évident, il y a des recherches aussi qui ont été faites aux États-Unis sur cette question-là. Quand un sujet politique devient identitaire d'un camp politique, il y a une opposition de principe. Et donc aux États-Unis, il y a une opposition de principe des républicains sur l'écologie qui est très virulente. Et dès qu'il y a un démocrate qui propose quelque chose, les gens qui se sentent républicains vont être opposés à cette idée. Et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si jamais il y a un républicain qui s'est levé du bon pied, qui fait une proposition qui est favorable à l'environnement, les démocrates, pourtant par ailleurs favorables à l'environnement, vont être contre cette proposition. Il y a plein d'oppositions de principe, et c'est ce qu'on retrouve aussi un peu dès qu'on a des clivages à l'Assemblée nationale, où là on a des gens qui disent je ne voterai pas une loi proposée par la France insoumise par exemple. Voilà, et donc si jamais on se retrouve dans la culture française avec les gens qui se disent quelque chose qui est favorable aux animaux, quelque chose qui est favorable au végétarisme, c'est quelque chose de gauche, eh bien on va avoir la majorité de la population française qui va avoir une opposition de principe sur ces questions. Et à mon avis, ce serait vraiment très grave pour le mouvement animaliste, parce que ce serait beaucoup plus difficile d'avancer dans une société où voilà, l'altruisme envers les animaux est quelque chose identitaire. D'autant plus qu'actuellement en France, bon ça c'est un sondage de 2022, mais je pense que ça n'a pas énormément changé, il n'y a que 23% des Françaises qui se considéraient de gauche ou d'extrême gauche, tandis qu'il y avait 57% des Françaises et des Français qui se plaçaient au centre ou à l'extrême, enfin entre le centre et l'extrême droite, comprise. Bon, on peut avoir l'impression que la société française se droitifie, je ne sais pas si c'est exact ou pas, mais en tout cas, si jamais on devait se retrouver dans un camp politique, à la limite, moi je préférerais qu'on choisisse la droite, c'est pas mes convictions, mais au moins c'est le camp qui gagne pour l'instant et c'est le camp qui est au pouvoir depuis quand même très longtemps. Donc ce serait dommage de s'ancrer dans une minorité de la représentation politique en France. Et pourquoi l'extrême droite en particulier? Bon, non seulement parce que peut-être qu'un jour, ça nous pend au nez, ils arriveront au pouvoir, mais en plus, s'ils arrivent au pouvoir, ça peut être vraiment un risque existentiel pour le mouvement animaliste. C'est-à-dire que c'est un parti qui est déjà en soi autoritariste, qui n'a pas un grand respect des droits humains, des traités internationaux, de la liberté de la presse, et on a besoin de la liberté de la presse pour faire passer nos idées. Si jamais toute la presse appartient à Bolloré un jour, ce sera très difficile de parler végétarisme ou antispéciste dans un média, et on sera ridiculisé partout. Et à mon avis, c'est vraiment pas un risque à prendre à la légère si jamais on a une extrême droite qui est identitairement opposée à l'animalisme et qu'elle arrive au pouvoir, qu'elle décide de fermer les associations et de persécuter les militantes et les militants. D'autant plus que pour l'instant, ils ne sont pas élus. Alors ils font semblant, ou à mon avis, d'être un peu démocrates, mais il y a un sondage de 2022 aussi qui disait qu'il y avait 39% des Françaises et des Français qui étaient favorables à une dictature en France. Donc peut-être que s'ils sont élus, ils feront tomber les masques et voilà. Alors avec ça en tête, comment parler à l'extrême droite? Comment faire en sorte de ne pas ancrer le mouvement dans une représentation de gauche uniquement, et parce que nous on est de gauche et on parle avec nos valeurs de gauche, etc. Un premier levier sur lequel on pourrait agir, ce serait essayer d'adapter notre discours à des valeurs et des arguments qui touchent les publics qui sont à droite ou à l'extrême droite.
Ça peut être par exemple la méfiance envers le changement. Un argument qu'on pourrait avoir, c'est on ne veut pas de l'exploitation des insectes, des poulpes, parce que c'est nouveau, ou on veut revenir à l'élevage d'antan, qui faisait quand même moins de victimes, parce qu'il est moins rentable économiquement, simplement. Ça peut être la défense des intérêts nationaux ou des terroirs. Bon alors, la défense des lentilles du puits, j'y crois pas trop, ou des pois chiches produits localement. Par contre, ça peut être instrumentaliser la xénophobie en quelque sorte, vis-à-vis du poulet qui est issu de Pologne ou d'Ukraine, etc. Et on voit déjà naturellement le discours d'extrême droite pointe ce mauvais poulet en disant que le poulet qui est produit en France, il serait mieux, alors qu'il est produit à peu près dans les mêmes conditions. Mais s'il est importé, c'est qu'il est moins cher. Donc peut-être que s'il n'y a que du poulet plus cher, les Français mangeront moins de poulet. En tout cas, il y a des types d'arguments qu'il faut trouver, qui, à mon avis, même si ce n'est pas ceux qu'on préfère, ils sont quand même intéressants d'employer, juste dans l'idée de sortir de l'ancrage à gauche. Et puis, plein de valeurs autres qu'on retrouve pas mal dans les publics de droite, les traditions, la tempérance, il ne faut pas manger trop de viande, la sécurité, par exemple, éviter les pandémies ou des choses comme ça, le libéralisme économique, sachant qu'il y a quand même beaucoup de secteurs de l'exploitation animale en France qui tiennent grâce aux subventions. Donc si jamais on arrive à couper ces subventions, ça pourrait être très favorable au développement des alternatives végétales. Et donc, je suis assez convaincu que quand il y a un changement de pratique, le changement d'opinion vient beaucoup plus facilement ensuite. Quand on mange moins de viande, c'est plus facile d'être animaliste que quand on en mange beaucoup, par exemple. Donc j'en liste d'autres dans mon article, mais je ne vais pas aller au-delà. Et puis employer avec parcimonie les valeurs qui sont typiquement de gauche. Donc ça va être la valeur de justice, les valeurs d'égalité, des choses comme ça. Il y a Pierre Sigler qui, il y a 2 ans, a fait une conférence sur les valeurs de gauche, de droite, etc. Vous pouvez regarder, elle était pas mal là-dessus. Quelque chose d'autre qui serait intéressant à mon avis, c'est d'éviter de créer des paniques morales. Donc la panique morale, c'est quand il y a plein de gens qui sont paniqués à propos de quelque chose où il n'y a pas trop de raison d'être paniqué. Là, il y a eu l'islamo-gauchisme, par exemple, qui fait très peur à la droite, à l'extrême droite, le wokisme, etc. Dans le cadre de l'animalisme, les paniques morales qu'on peut créer, c'est quand on parle d'objectifs à long terme. Agir sur la prédation animale, ou alors de l'abolition de l'exploitation animale, tout simplement, c'est un objectif long terme, on ne peut pas y arriver dans 10 ans. Et à mon avis, c'est intéressant de les passer sous silence quand on s'adresse à un grand public, parce que c'est des choses qui vont provoquer beaucoup de réactance chez les publics réactionnaires. Et au contraire, on peut adopter des stratégies réformistes qui sont très progressives, en allant sur les choses qui sont assez consensuelles, et petit à petit avancer comme ça, sans créer de réactance. En se remémorant que la réactance, elle vient plus facilement des gens qui sont à droite, qui sont réactionnaires, que des gens qui sont progressistes, qui acceptent les changements sociétaux plus facilement. Et puis ensuite, on peut adopter un langage inclusif. Alors, c'est pas en genrant au féminin par défaut, c'est inclusif des personnes de droite. Donc, par exemple, dialoguer avec l'extrême droite en essayant de porter un message animaliste, ou dialoguer avec l'ensemble de la société et l'ensemble des partis. C'est ce que fait Convergence Animaux Politiques. C'est ce que fait aussi le parti animaliste. Il ne s'interdit pas des alliances avec n'importe quel parti. Et quand on fait des choses comme ça, c'est difficile d'essayer de s'allier avec les Républicains ou de s'allier avec le RN sur des points uniquement animalistes. Je ne dis pas de défendre les mesures xénophobes ou quoi que ce soit d'autre. Mais si on fait ça en même temps en les traitant de racistes, c'est compliqué, c'est pas très inclusif comme langage. Donc c'est, à mon avis, important, si on veut aller là-dedans, de savoir défendre les animaux en passant sous silence nos désaccords avec des formations politiques qui, malheureusement, sont au pouvoir ou proches du pouvoir. Éventuellement aussi, on peut essayer d'avoir plus de personnes de droite dans les associations et dans les publics militants, parce qu'on s'adresse de manière plus naturellement convaincante à des gens quand on partage leurs opinions, quand on partage leurs avis, leurs valeurs, etc. Et si je demande aux personnes qui sont dans cette salle et qui se considèrent de droite de lever la main, je suppose que je ne vais pas avoir grand monde.
Je pose pas la question, de toute façon, ils ne lèveront pas la main. Bon, bien sûr, il y a des risques à ça. Le premier risque auquel on peut penser, que je développe beaucoup plus dans mon article, c'est la banalisation de l'extrême droite, la rupture du cordon sanitaire. C'est-à-dire si on s'adresse à l'extrême droite, si on ne les considère plus comme des pestiférés, ça pourrait les banaliser. Pour que ça marche, en fait, il faut être majoritaire. Spoiler, les animalistes ne sont pas majoritaires dans ce pays, et l'extrême droite est déjà très fortement banalisée, malheureusement. Ce n'est pas nous qui allons changer quelque chose à ça, et au contraire, je pense que quand des animalistes ou des antispécistes vont chez Valeurs Actuelles, par exemple, pour défendre l'animalisme, ce qu'ils font, c'est pas qu'ils sont en train de banaliser l'extrême droite. En fait, c'est l'extrême droite qui est en train de banaliser l'animalisme. En fait, le cordon sanitaire, il va toujours contre les minoritaires. Il peut être mis en place. Donc nous, quand on diffuse nos idées, voilà. Et en plus, devant Valeurs Actuelles, en l'occurrence, là, c'était vis-à-vis d'un public qui était déjà de toute façon d'extrême droite, donc on ne pouvait pas plus banaliser l'extrême droite vis-à-vis du public de Valeurs Actuelles. Ils sont dedans à fond. Hein. Par contre, une critique qui est plus sérieuse à mon avis, c'est sur la banalisation des idées et des valeurs. C'est-à-dire que si on défend des mesures qui sont favorables aux animaux au nom de la nature, au nom d'antan, des bonnes valeurs d'antan, ou au nom de la méfiance vis-à-vis de ce qui est étranger ou des choses comme ça, ça renforce ces valeurs-là. Et ça, c'est des compromis à faire en fait au cas par cas, savoir si ce qu'on attend réellement de notre parole, ça vaut le coup de renforcer des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Merci.